Bien, mais nous pouvons commencer le grand tour de ce midi. C'est Céline Van Dundal, qui est PG dans le service, qui va nous exposer ce cas qui n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, dans le titre, ça pose question. Mais je pense que tous ensemble, on trouvera des réponses. À toi, Céline. Ok, donc bonjour à tous. Merci d'être là pour m'écouter. Donc, je vais vous présenter un syndrome de Guillain-Barré qui pose question. Donc, l'histoire de notre patient, donc c'était une dame de 38 ans qui se présente une première fois en 2022 aux urgences. Donc, 2 semaines avant de venir aux urgences, elle présente un syndrome grippal. Elle a un test Covid qui est positif et 2 semaines après, elle commence à avoir des paresthésies et une diminution de force progressive, ainsi que des douleurs au niveau cervical. Elle a aussi une diminution de ses réflexes et son admission enfin, aux urgences, je pense que quand même ça vaut la peine de l'hospitaliser en neuro, donc c'est ce qu'ils font. C'était une dame qui n'avait pas de grands antécédents médicaux à part des lombalgies chroniques qui étaient traitées par du diazépam et du tradonel. Alors, les conclusions de son hospitalisation, qui a duré quand même une dizaine de jours, voire 2 semaines, est revenue avec un syndrome de Guillain-Barré dans un contexte de Covid. La patiente a bénéficié d'un traitement par immunoglobuline pendant 5 jours, qui a montré peu d'amélioration au niveau de sa parésie. Elle avait aussi des douleurs neuropathiques secondaires à ce Guillain-Barré et elle avait des douleurs cervicales et lombaires pour lesquelles ils ont donné un traitement antalgique et ont proposé un traitement ambulatoire. Lors de cette hospitalisation, elle a bénéficié de plusieurs choses. Donc, elle a bénéficié d'une ponction lombaire qui montrait une dissociation abuminocytologique. Les imageries étaient négatives pour l'IRM cérébral, médulaire et ainsi que son scanner thoracique. Et ils avaient dosé des anticorps anti-GM1 qui étaient à titre peu élevé. Et évidemment, elle avait aussi eu une EMG, j'ai oublié de le mettre, mais qui était en faveur d'une attente d'un Guillain-Barré. Donc, la patiente rentre chez elle. Donc, elle sort d'hospitalisation vers la fin décembre. Elle bénéficie d'une revalidation jusqu'en fin janvier. Elle reprend le travail, elle reprend le sport. Elle notifie qu'elle a quand même des petites rechutes de temps en temps, mais qui se résout tout seul. En mars 2023, donc 3 mois après, elle revoit son neurologue traitant qui trouve que le MG est plutôt rassurant et que l'évolution est tout à fait correcte. Et la patiente continue sa petite vie. Et en mars 2024, donc tout pile un an après, la patiente revient chez son neurologue traitant parce qu'elle a de nouveau des grosses douleurs neuropathiques, elle a de nouveau des dysesthésies et elle a des difficultés à la marche, etc. Donc, elle voit son neurologue, qui fait un EMG qui est quand même dans les limites de la normale, mais il décide de l'hospitaliser pour faire une cure de corticothérapie en suspectant une polyradiculopathie dialysante inflammatoire chronique. Et donc, lors de cette deuxième hospitalisation en neuro, il se passe plein de choses. Donc, la première chose, donc, comme je l'ai dit, elle récidive au niveau de ses douleurs neuropathiques, des dysesthésies qui sont distales, bilatérales et symétriques. Elle a une ataxie, faiblesse musculaire et elle a des difficultés à la marche. Son EMG est dans les limites de la normale et elle commence sa cure de Medrol en Péros à domicile en attendant la place d'hospice. Quelques jours plus tard, elle est hospitalisée. Elle reçoit une cure de Solu-Médrol en intraveineux. Donc, c'est 1 gramme par 24 heures pendant 5 jours. Malgré ça, elle continue à se dégrader, mais doucement. Et son EMG montre toujours peu d'altération. Elle finit par se plaindre d'une dysphagie. Donc, un avis ORL est demandé. En attendant, finalement, sa force s'améliore. Et elle bénéficie de cette consultation en ORL 2 jours plus tard. Juste avant de mettre le fibroscope, la patiente fait un malaise hypotensif, elle fait une perte de connaissance et il y a un appel ARCA interne qui est fait. Et la patiente est retrouvée avec une hypotension sévère, une bradycardie dans les limites de la normale. Du coup, elle a perdu connaissance, mais elle est réveillable, mais ça reste difficile. Dans ce contexte, la patiente est transférée aux soins intensifs pour lequel elle est réévaluée. Et là, sa tension est imprenable. Elle a une bradycardie à 32. Elle a un Glasgow qui reste à 14. Elle reste très difficile à réveiller. Elle a des pupilles isochores et isoréactives. Elle présente des petits mouvements tonico-cloniques des membres. Et alors, au niveau, il y a un avis neuro qui est refait. Et là, sa force est redégradée au niveau du membre inférieur. Par contre, ses réflexes restent normaux et elle n'a pas de réflexes, enfin de RCP sont indifférents. Ils font un scanner cérébral qui est normal et la patiente reçoit de l'atropine, du Keppra, de la noradrénaline et elle est intubée. Céline, on discuterait là, cet épisode quand même sérieux maintenant, pour voir ce que les gens pensent. Ok, on peut. On peut. On peut? Oui. Ça te dérange pas Non. trop? Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là?
Donc, elle arrive gentiment en consultation d'ORL et puis elle se retrouve à l'USI avec un rythme à 32, une tension imprenable, et puis toutes les conséquences d'une hypoperfusion cérébrale. Dans un contexte euh, d'une atteinte neurologique qu'on peut dire, OK, ça peut être une CIPD, et d'un traitement, un cortisone. Qu'est-ce que l'ORL lui a Attends, fait? attends. Qu'est-ce que l'ORL lui a fait comme examen? Ben, si je me souviens bien, en fait, l'ORL a eu le temps de rien faire. Voilà. Oui. Bah, alors, Donc, au la niveau des médicaments, elle a reçu du coup 5 jours de Solumédrol à haute dose, 1 gramme par jour, et elle recevait aussi des antalgiques, dont des morphiniques. Solumédrol haute dose, ça vous parle? Non? Pourtant, c'était décrit chez l'enfant encore plus que chez l'adulte. Des thromboses vasculaires? Non, non. Donc, Solumédrol à haute dose peut donner enfin, Céline y reviendra sans doute, peut donner des tableaux de ce type-là. Donc, il y a des effets à la fois bradycardisants, des effets de diminution de la contractilité myocardique, et qui peuvent s'installer soit directement, soit jusqu'à des semaines, quelques semaines après l'administration de Solumédrol à haute dose. Alors, c'était plus décrit chez des patients qui avaient du Solumédrol pour des scléroses en plaques, comme s'il y avait quand même un substrat de dysautonomie sous-jacent qui sensibilisait ces patients, mais ça a été décrit dans d'autres situations également pour l'administration de bolus de Solumédrol dans des maladies inflammatoires, mais c'est moins fréquent. Enfin, ici, elle a quand même un problème neuro qui n'est pas, enfin, qui n'est pas une sclérose en plaques et donc a probablement sensibilisé à l'effet du Solumédrol. Donc, ça veut dire qu'il faut se méfier de Solumédrol, on donne ça comme pour rire, mais donc il y a des effets secondaires qui peuvent être extrêmement significatifs. Donc, la patiente bénéficie d'une échographie cardiaque, donc elle a quand même une petite altération de sa fraction d'éjection à 40%, une hypoakinésie. Il y a une IRM cérébrale qui est faite, qui est normale. Sa ponction lombaire montre pas de protéinorachie. On fait un dosage des antigangliosides et on recherche les mutations à la transthyrétine. De là, un traitement par immunoglobuline intraveineux est commencé. Notre patiente, on lui pose le diagnostic du coup d'une dysautonomie sévère avec une hypotension sévère, une bradycardie, une crise d'épilepsie sur bas débit dans un contexte de CIDP. La patiente continue pendant son séjour aux soins intensifs d'avoir des épisodes d'hypotension sévère où on doit un petit peu jouer avec la noradrénaline. Il y a des jours ça va un peu mieux, on peut la diminuer, il y a des jours ça va moins bien, on doit l'augmenter. Son EEG est non irritatif et le 14 mars, on peut la désintuber. Alors, le 17, on arrête les immunoglobulines, donc elle a eu 5 jours de traitement. Et dans le cadre de son bilan, on lui fait un PET scan qui montre quand même en fait plein d'adénopathies un petit peu partout, au niveau cervical, médiastinal, au niveau des îles, au niveau le long de la horte. Euh, Elle recommence encore un petit malaise hypotensif et il se pose la question en soins intensifs, est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance surrénalienne sous-jacente? On lui fait aussi un immunophénotypage qui revient dans les limites de la normale. Et concernant son bilan d'insuffisance surrénalienne, donc en fait, elle a un ACTH qui est dans les valeurs normales, mais un cortisol qui est complètement abaissé. Donc on s'attendrait quand même, voilà, il y a quand même une insuffisance ici. Le reste du bilan hormonal a été fait et il est revenu tout à fait normal. Donc les soins intensifs ont commencé de l'hydrocortisone pour 2 jours. Et ils se sont posé la question, est-ce que la patiente n'avait pas fait une insuffisance surrénalienne dans un contexte de prise de morphinique? Ils arrêtent les morphiniques, on arrive à sevrer la noradrénaline et la patiente est transférée en médecine interne. Un peu bizarre, ça, Brigitte, non? Mais écoute, elle a reçu du Solumédrol en IV, donc ça peut supprimer son axe et elle commence peut-être à récupérer maintenant avec un ACTH qui s'élève et un cortisol qui va peut-être s'élever dans un second temps. Je pense que c'est une bonne idée de lui donner l'hydrocortisone et c'est vrai que dans le cadre de morphinique, tu peux avoir une suppression de l'axe corticotrope qui elle est centrale. Ici, un ACTH à 41. Et souvent, ces gens ne sont pas vraiment symptomatiques, même avec un cortisol bas ou morphinique. Moi, je pense que c'est plutôt son solimoïdrol, peut-être.
Donc effectivement, ils ont fait plusieurs dosages après de la CTH. La CTH qui s'est de nouveau un petit peu dégradée pour un peu remonter. Et à la fin, le dernier dosage de cortisol, il était dans les 600. Donc ça, ces images de PET scanner. Donc on voit quand même pas mal de ganglions qui sont hypermétaboliques. Donc voilà. Elle arrive en Une question pour mon information. Pourquoi lui a-t-on fait un PET scan? C'était dans un contexte de... Donc, c'est le neurologue qui a demandé. Donc, je pense que c'était dans le cadre du bilan de la CIDP. Est-ce que l'atteinte neuro, je pense, est-ce que c'était secondaire à une atteinte paranéoplasique? Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'ils ont dû... Voilà. T'es satisfait de la réponse, Jean-Claude? Euh, oui. Oui. Ok. En fait, j'aurais posé la même question que Jean. Ok. Donc, voilà. Donc, elle arrive en médecine interne. En médecine interne, donc ça, c'est moi qui la vois. La patiente va quand même mieux. Elle arrive à marcher, mais avec des béquilles. Elle garde encore une perte de force qui est symétrique. Elle n'a plus d'atteinte sensitive. Et on lui propose de faire une biopsie via médiastinoscopie euh, afin d'avoir une biopsie pour pouvoir analyser et voir de quelle origine sont ces ganglions. Donc évidemment, les biopsies, ça prend un petit peu de temps. Donc en attendant d'avoir les résultats, je vais vous parler un peu de la CIDP, donc de la polyradiculonévrite chronique démyélisante inflammatoire. Donc, c'est une neuropathie acquise, la médiation immunitaire qui va affecter les nerfs périphériques et les racines nerveuses. C'est des patients qui ont une évolution cyclique ou progressive. Et donc, la faiblesse, elle est symétrique et ça touche les muscles proximaux et distaux. Et l'évolution se fait sur plus de 8 semaines. Au niveau de l'incidence, ça touche en moyenne une personne à 10, enfin, un cas à 10 pour 100 000 personnes. C'est plus retrouvé chez les hommes. Et l'incidence augmente avec l'âge, avec, selon certains auteurs, un pic à 60 ans. Il n'y a aucun facteur de risque qui a clairement été identifié pour développer une CIDP. Et donc, au niveau neuropathologique, donc, il s'agit en fait d'une démyélinisation segmentaire ainsi qu'une remyélinisation des nerfs périphériques et qui peuvent entraîner la formation de bulbes d'oignon. Et donc, c'est surtout un trouble qui est démyélinisant et on peut avoir une dégénérescence axonale, mais qui est en général considérée comme un mécanisme secondaire à la démyélinisation. Donc, au niveau des critères diagnostiques de la CIDP, donc on doit se baser sur des critères cliniques, électrodiagnostiques et alors des critères de soutien. Au niveau des critères cliniques, donc on parle de CIDP typique et de CIDP des variants. Pour les cas typiques, il faut qu'il y ait toutes ces caractéristiques. Donc, il faut que la faiblesse musculaire soit progressive ou récurrente, symétrique, une atteinte des muscles proximaux et distaux au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Et il faut une atteinte sensorielle d'au moins 2 membres. Il faut que l'évolution soit sur une période d'au moins 8 semaines. Et il faut une absence, voire une réduction des réflexes. Les variants sont considérés comme tels parce qu'ils ont un point commun avec le cas typique, qui a une démyélisation et qui a une bonne réponse à l'immunothérapie. Et voilà, il n'est pas certain que les mécanismes pathogéniques soient différents de la CIDP typique. Et certains auteurs disent que voilà, les variants peuvent éventuellement évoluer vers des cas typiques. Alors, ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu quelques variants. Donc, on peut avoir des présentations distales, multifocales, uniquement moteurs, uniquement sensorielles. Pour les critères électrodiagnostiques, donc ils sont obligatoires au diagnostic et ça va nous déterminer en fait soit les cas de CIDP, soit les cas de CIDP possibles. Et donc pour ça, on doit analyser la conduction motrice et donc il faut une atteinte des anomalies. Donc il y a certains critères de conduction motrice que personnellement je n'arriverai pas à vous expliquer, mais il faut que ces critères soient atteints dans au moins 2 nerfs pour dire qu'il y a une atteinte. Et voilà, si on retrouve l'anomalie dans un nerf, on peut parler d'un CIDP possible. Il nous faut aussi des critères de conduction sensorielle et ça, il faut que les anomalies soient retrouvées dans 2 nerfs. Les critères de soutien, donc ça, c'est des choses, enfin, des examens complémentaires qu'on peut réaliser, surtout dans les cas donc, de CIDP possible. Donc, quand on est face à une CIDP clinique, mais que les critères enfin, de MG ne sont pas bien remplis. Donc, on peut s'aider de la réponse au traitement. Donc, donc par traitement immunomodulateur. Et donc, on va regarder s'il y a une réponse objective. Donc, une réponse objective, c'est-à-dire qu'on va se baser sur des échelles. Et donc, il nous faut au moins 2 échelles, une échelle d'handicap et une échelle de déficience. On peut aussi se baser sur l'imagerie. Donc, on peut faire une échographie des nerfs. Donc, il faut une hypertrophie d'au moins 2 nerfs. Ou alors, on peut également faire une IRM. La ponction lombaire, elle n'est pas indiquée du coup si les critères diagnostiques sont remplis, mais c'est plutôt utile pour exclure des autres diagnostics comme des causes infectieuses. Et donc, c'est surtout intéressant dans les cas possibles, si l'atteinte est vraiment aiguë, si voilà, il y a
une suspicion d'étiologie infectieuse ou maligne. Et alors, ce qu'on retrouve principalement, c'est une augmentation des protéines, donc cette dissociation albumino-cytologique. La biopsie nerveuse, ça, ce n'est pas à faire en routine et c'est vraiment que quand les autres examens n'ont pas pu prouver la CIDP ou que la réponse au traitement est fort faible ou voire inexistante et ça doit être réalisé par des experts. Et alors, il faut, donc, dans les recommandations, il est dit qu'il faut quand même une atteinte relativement sévère pour pouvoir justifier la biopsie. Donc ça, je vais en parler que brièvement, mais l'intérêt des tests immunologiques, c'est surtout dans les cas de diagnostic différentiel. Donc pour les gammapathies monoclonales, c'est intéressant, surtout si on a une suspicion clinique de CIDP. Donc on va faire une électrophorèse, une immunofixation et l'analyse des protéines de Benson-Jones. Pour les anticorps, donc on a plusieurs anticorps nodaux et paranodaux qui ont été découverts. Et pareil, ça, c'est donc les nodopathies sont une entité maintenant à part entière de la CIDP, mais auparavant, c'était un peu remis dans le même sac. Mais donc, c'est intéressant de parfois les doser dans certains cas. Donc, voilà. Donc, en résumé, pour avoir le diagnostic de CIDP typique, il faut des critères cliniques, donc il faut que tous les critères soient remplis, plus les critères de conduction motrice dans deux nerfs, plus les anomalies de conduction sensorielle dans deux nerfs, ou alors si c'est dans les cas possibles, donc si on a une atteinte motrice dans un nerf, il faut au moins deux critères de soutien. Donc ça, c'est les diagnostics différentiels de la CIDP typique. Donc voilà, ça c'était juste pour... voilà, on peut penser à plein de choses quand on est face à ce genre de tableau. Concernant les traitements, donc les guidelines sont... Je voilà. reviens un peu sur la précédente. Ah, mais donc dans le diagnostic différentiel de CIDP typique, il y a le Guillain-Barré. Oui. Et donc, bon, au Ça, départ, je on dit viens après. Guillain-Barré. Tu reviens après Ouais, je là-dessus? reviens Parce après. qu'on est très impatient de savoir s'il y a un Guillain-Barré ou pas. Tu Non, reviendras là-dessus. normalement, je fais une petite D'accord. comparaison. Donc, concernant les traitements de la CIDP, donc, donc, il est fortement recommandé de donner des corticostéroïdes. Donc, le meilleur schéma n'est pas connu. Donc, on peut donner soit des pulses en intraveineux, soit en péros pour le traitement d'induction ou d'entretien. Évidemment, les corticoïdes peuvent avoir des effets néfastes à long terme. Et il faut faire attention dans les formes purement motrices. Les patients peuvent se dégrader après. Et donc, il n'est pas tout à fait recommandé de donner ça en première intention. Concernant le traitement par immunoglobuline, il est également très fortement recommandé. Et alors, il y a des schémas d'induction et d'entretien que je vais vous épargner. Et on peut donner des immunoglobulines en intraveineux, mais ça, c'est que pour le traitement d'induction. Et on peut éventuellement donner des formes sous-cutanées pour les traitements d'entretien. On peut également utiliser la plasmaphéreuse, qui est aussi très fortement recommandée. Et voilà, il y a un traitement initial et après les traitements d'entretien et les intervalles d'échange, ça dépend, enfin, c'est au cas par cas. Et donc, dans les guidelines, ils recommandent un petit peu. Oui, il y a d'autres traitements, je vais y revenir juste après. Concernant les recommandations, donc il n'y a pas vraiment d'avantage entre les trois traitements, la cortico, les immunos et la plasmaphéreuse. C'est pas plutôt être de ce qui est disponible, les antécédents du patient, les contre-indications. Et alors la plasmaphéreuse qui est évidemment plus invasive, on ne la recommande pas forcément en première ligne, on va essayer les autres traitements. Il ne faut pas oublier que c'est des patients qui présentent aussi souvent des douleurs et donc il ne faut pas oublier les traitements antalgiques. Et donc, mais ça, on ne voit pas très bien, je pense. Donc ça, c'est un petit schéma qui revient du coup des guidelines européennes. Donc, vous pouvez voir donc qu'il y a les traitements d'induction. Et donc, après, on regarde si effectivement le patient a bien répondu ou pas. Et là, on détermine un petit peu le traitement d'entretien. Maintenant, si le traitement, voilà, s'il n'y a pas d'amélioration objective, on va passer à une autre ligue de traitement. Donc, si on fait des immunoglobulines, on va passer au cortico. Si ça ne fonctionne pas, on passe à la plasmaphéreuse. Et si ça ne passe pas, on peut essayer d'autres traitements immunosuppresseurs, comme par exemple du rituximab, de la cyclosporine, mais avec un faible niveau d'évidence. Et alors, il recommande aussi, mais pareil, le niveau, voilà, c'est pas, le niveau d'évidence est aussi faible. Si jamais on veut épargner le patient avec nos traitements, notamment par corticoïdes, on peut éventuellement utiliser de l'azathioprine, de la cyclosporine. Mais pareil, les recommandations sont... il n'y a pas encore un grand niveau de preuve. Donc voilà, un peu la comparaison du coup entre le Guillain-Barré et la CIDP. Donc, selon les critères, donc les guidelines, donc pour le Guillain-Barré, on a besoin de critères requis qui sont du coup une faiblesse musculaire qui est progressive, qui doit être au niveau du membre inférieur et supérieur, et il faut une diminution des réflexes ou une abolition. Donc, la clinique en faveur, donc ça veut dire si l'atteinte est relativement asymétrique, ascendante, s'il y a des symptômes sensoriels, mais ils peuvent être absents, ils peuvent être modérés.
Donc ça doit nous faire aussi suspecter le diagnostic. On peut aussi avoir une atteinte des muscles respiratoires, des phénomènes de dysautonomie. Donc l'atteinte respiratoire concerne 30% des patients quand même qui présentent un Guillain-Barré, la dysautonomie 10%, et c'est des patients qui peuvent aussi avoir des douleurs. Au niveau de la CIDP, donc c'est des patients, donc comme je vous l'ai montré dans les critères cliniques, donc il faut une faiblesse musculaire, elle doit être progressive, proximale et distale et symétrique. Donc ça ressemble quand même un peu à l'atteinte, voilà. Et il faut une atteinte sensorielle dans 2 membres et ainsi qu'une diminution des réflexes, voire une abolition. La grosse différence entre les deux pathologies, c'est que le Guillain-Barré, en fait, il faut que le pic d'intensité soit endéant les 4 semaines. Au-delà, ce n'est pas considéré comme un Guillain-Barré, tandis que la CIDP, ça doit être des patients qui évoluent sur un délai de plus de 8 semaines ou éventuellement, dans certains cas, c'est des patients qui peuvent avoir une présentation aiguë, mais qui vont récidiver. Et donc, il faut 3 récidives pour considérer que c'est une CIDP. Au niveau du diagnostic, donc le Guillain-Barré est essentiellement clinique. Les examens complémentaires sont surtout là pour étayer le diagnostic ou les diagnostics différentiels. Et pour la CIDP, donc on a des critères cliniques qui sont bien établis, des critères de l'EMG qui sont bien décrits et on a éventuellement des autres examens complémentaires si jamais ces critères ne sont pas correctement remplis. Les traitements, ils sont un petit peu pareils, à part pour le Guillain-Barré où la corticothérapie, elle est quand même contre-indiquée parce qu'il n'y a pas vraiment d'évidence que le traitement par corticothérapie fonctionne. Et donc, comme il y a beaucoup d'effets secondaires de la corticothérapie, il est déconseillé d'en administrer pour le Guillain-Barré. Donc voilà. Donc le traitement du Guillain-Barré, c'est en général un traitement qui va être donné en aigu. Donc les patients ont rarement besoin d'autres doses et ce pas des traitements qui vont donner en chronique, à l'inverse de la CIDP où c'est des patients qui vont du coup avoir ce traitement d'induction et puis des traitements d'entretien. Évidemment, au moment où le patient se présente, Ah oui, c'est on ne sait pas encore oui. que ça va être chronique. Ouais. Et donc, c'était pas une... il y avait des choses qui étaient au final discordantes par rapport au diagnostic initial de Guillain-Barré. Bon, moi, je ne suis pas neurologue, mais moi, je trouve pas. Je trouve que la patiente avait quand même, en 2022, quand on regarde les dossiers, je trouve qu'elle avait quand même évolué rapidement par rapport à les premières plaintes de paresthésie jusqu'au moment où elle a fini en neurologie. Elle avait une dissociation albuminocytologique. Elle avait aussi des antigangliosides qui sont retrouvés dans le Guillain-Barré. Maintenant, j'ai lu une étude comme quoi on peut éventuellement les retrouver aussi dans la CIDP. Donc non, moi, je pense que voilà. Et puis, voilà, moi, je pense que c'était pas forcément mauvais. Il y a C'est pas... autre commentaire à ce stade? Non. On pourrait dire qu'elle a fait un Guillain-Barré et puis après, elle fait un autre truc qui est une CIDP. Mais enfin, le principe de parcimonie est solidement mis en défaut si on se dit qu'elle fait 2 trucs différents. Ah, mais voilà, Dominique. Quoi? J'ai pas vu l'histoire clinique, je ne sais pas du tout. La patiente a évolué comment? Elle a fait un premier épisode qui ressemble à un Guillain-Barré. Voilà, donc elle a fait un premier épisode en 2022. Donc elle a d'abord eu un syndrome grippal avec un Covid positif. Puis 2, 3 semaines après, elle a présenté d'abord des paresthésies, puis une faiblesse musculaire symétrique au niveau du membre inférieur et membre supérieur, ainsi qu'une abolition de ses réflexes. Et il y avait une PL en faveur d'une dissociation albuminocytologique. Tous les bilans imagerie étaient négatifs. Elle avait eu des anticorps antigangliosides GM1 positifs, mais avec un titre peu élevé. Qu'est-ce que j'ai raconté d'autre? Donc voilà, elle a eu un traitement par Privigène pendant 5 jours. Et selon le rapport d'hospitalisation en neuro, apparemment, la patiente n'a pas hyper bien évolué. Enfin, elle a quand même gardé un petit peu des séquelles. Maintenant, ça peut correspondre à la phase plateau et la phase de récupération. Il y a des patients qui mettent plus de temps à récupérer. Et ça, voilà, elle a bien évolué pendant 1 an et c'est seulement 1 an après, 1 an et demi après, où elle récidive. Donc, elle a eu plusieurs épisodes de récidive pour lesquels elle ne consulte pas parce que c'était spontanément résolutif. Et en mars 2024, là, elle Donc, récidive. elle évolue par poussée, en fait. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et quand on l'a objectivé, la deuxième poussée ou la troisième poussée, elle avait des critères électrophysiologiques pour une CIDP. Non, pas au début. Donc, au début, l'EMG était dans les limites de la normale. Et elle a ensuite été vue par un neurologue qui est spécialisé, qui a dit qui finalement, un EMG qui avait été recontrôlé Et qui était avait... positif, alors qu'il y Ouais, avait tous les critères. ouais, C'est les critères électrophysiologiques qui comptent. ouais, L'évolution par poussée est en faveur de CIDP. oui, Ok. Mais si la poussée arrive très tôt après la cure d'immunoglobuline dans un Guillain-Barré, on peut avoir aussi des oui, fluctuations qui sont liées au traitement, oui, donc, qui sont parfois un piège. oui. Mais donc, le premier épisode qu'elle a fait, c'était déjà
l'annonce de sa CIDP? Peut-être. Peut-être. OK. Et donc, par rapport à l'évolution, donc, je vous ai dit que pour la CIDP, donc, ça doit être enfin, l'évolution doit se faire sur plus de 8 semaines ou alors il faut 3 rechutes. Et donc, il existe en fait une forme un peu particulière qui est la version aiguë de la CIDP. Ça correspond quand même à 13 à 16% des patients. C'est une évolution qui est classiquement rapide, hein. Le patient, il arrive à son pic d'intensité dans les 4 semaines et c'est souvent des patients qui sont diagnostiqués comme un Guillain-Barré. Donc, ça correspond quand même, selon la littérature, à 5% d'entre eux. La grosse différence avec le Guillain-Barré, du coup, c'est que l'évolution, enfin, le patient continue à se dégrader en 8 semaines, ou bien alors le patient présente au moins 3 rechutes. C'est typiquement des patients qui peuvent encore être capables de marcher sans aide, qui ont moins d'atteinte des nerfs crâniens, moins d'atteinte des nerfs respiratoires et moins de phénomènes de dysautonomie, mais ils ont plus d'atteintes sensitives. Donc, il n'y a pas vraiment d'éléments cliniques ou de tests qui peuvent différencier un Guillain-Barré de la version aiguë de la CIDP, et les différences électrophysiologiques sont peu claires dans la littérature. Il existe aussi, pour en plus compliquer le tout, des formes récurrentes de Guillain-Barré. Donc, normalement, il est dit qu'un syndrome de Guillain-Barré arrive en général une fois dans la vie d'un patient, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Dans 2 à 5% des patients, ça peut récidiver. Et alors, la fréquence d'intervalle des récidives est vraiment très variable. Dans la littérature, on retrouve des cas qui récidivent à 2 mois, comme des cas qui récidivent à 43 ans après l'atteinte initiale. Donc voilà, il faut quand même y penser. Donc, ça, c'est juste une petite comparaison que j'ai trouvée dans la littérature pour un peu comparer la CIDP version aiguë et le Guillain-Barré. Donc, ici, on voit qu'il y a plus d'atteintes sensitives au niveau de la CIDP, plus d'atteintes dysautonomiques, plus d'atteintes des nerfs crâniens, pardon, au niveau du Guillain-Barré, plus de phénomènes de dysautonomie au niveau du Guillain-Barré. C'est des petites cohortes, enfin, c'est quand même significatif au niveau des nerfs crâniens et de l'atteinte dysautonomique. Donc voilà, bon, pour revenir un peu à notre patiente, Et on attend la biopsie, là. voilà, on attend la biopsie en attendant. Donc, face à des ganglions, face à une atteinte nerveuse, on a quand même dit enfin, on a quand même exclu d'autres causes, d'autres grandes causes d'adénopathie au niveau du médiastin. Donc, on s'est demandé, OK, parce qu'il n'y a pas une tuberculose. Donc, l'examen direct du LBA était négatif, l'Y combiné était négatif. Donc, la tuberculose, de toute façon, vu le tableau clinique, était quand même pas trop en faveur. Est-ce que madame avait un lymphome? Est-ce que l'origine était néoplasique? Donc, le typage lymphocytaire était normal, pas de pic monoclonal dans la biopsie. Il y avait des anticorps paranéoplasiques qui ont été faits, qui sont revenus négatifs, et la NAPAT était non en faveur. Est-ce que la patiente avait une sarcoïdose? Donc, la CE était normale, l'isosyme était légèrement augmentée, et alors elle présentait quand même des ganglions avec une infiltration granulomateuse non nécrosante gigantocellulaire. On a aussi donc l'analyse de l'amyloïdose héréditaire négative, et les anti-GM1 qui ont été répétés sont revenus cette fois-ci négatifs. Et donc notre patiente, elle souffre en fait d'une sarcoïdose ganglionnaire thoracique ainsi que d'une polyradiculopathie démyélisante sévère. Donc elle a un variant qui est sensitivo-moteur. Elle a également fait un épisode d'hypotension et de bradycardie, probablement lié au bolus de Solu-Médrol, comme on en a parlé là tantôt. Et donc, juste un tout petit mot sur la sarcoïdose. Je ne vais pas trop faire parce qu'il y avait déjà eu une présentation. Mais donc, j'ai encore le temps. La sarcoïdose, donc, c'est une maladie systémique, c'est une réaction immunitaire cellulaire spécifique contre un antigène qui n'est pas encore connu. Donc, principalement, ce qu'on trouve, c'est une infiltration des organes atteints par des granulomes qui sont humains, épithéloïdes, giganticellulaires et sans nécrose caséeuse. Les cliniques et les évolutions sont très hétérogènes, mais l'atteinte médiastinopulmonaire est la plus fréquente. C'est une pathologie qu'on retrouve souvent dans les tranches d'âge 25 à 45 ans, qui touche plus les femmes, et il existe aussi des formes familiales. En général, le pronostic, il est bon dans 80% des cas, et on peut même parler de guérison par... voilà, donc ça, il faut une rémission stable sans traitement pendant 3 ans. Et du coup, les évolutions et les sévérités sont quand même variables. 50% des patients vont répondre spontanément, donc sans traitement, dans les 2 ans. 10 à 20% vont garder des séquelles. Et il existe quand même 1 à 5% de décès, principalement dus sur les atteintes pulmonaires, donc sur toutes les insuffisances respiratoires, et les atteintes cardiaques avec les troubles du rythme et les morts subites. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la neurosarcoïdose. Donc, c'est une pathologie qui peut toucher n'importe quelle partie du système nerveux. Ça peut correspondre à 5 à 20% des patients atteints de sarcoïdose. Donc,
c'est quand même pas rien. Les symptômes neurologiques sont souvent la présentation initiale chez les patients qui présentent une neurosarcoïdose. Et les cas de neurosarcoïdose isolés sont extrêmement rares. Donc, dans la littérature, on parle de 10 à 17%. Il y a quand même un risque de mortalité élevé, surtout si le patient est assez jeune. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer un peu les manifestations cliniques de la neurosarcoïdose. Donc, ça peut toucher tout le système nerveux, donc le système nerveux central ou périphérique. Ce qui est le plus souvent touché, c'est les atteintes des nerfs crâniens. Ensuite, l'atteinte du système nerveux central correspond quand même parfois à 50% des atteintes. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cas de notre patiente, c'est l'atteinte, la neuropathie des larges fibres, donc notamment avec des syndromes de Guillain-Barré-like. Ça, c'est juste voilà, pour un petit peu l'algorithme, pour un petit peu voilà, dépatouiller ce qu'on fait, comment on fait. Donc, une fois qu'on prouve qu'il y a une atteinte du système nerveux, voilà, en général, on nous dit de faire un PET scan, etc. Bon, ici, nous, on a fait ça un peu à l'inverse, hein, on l'a trouvé après. Et donc, voilà, ça, c'était juste pour vous montrer. Donc voilà. Concernant les traitements de la sarcoïdose, donc il en existe plein, mais la principale thérapie, c'est la corticothérapie. On peut éventuellement donner du méthotrexate, de l'azathioprine, etc. Mais voilà. Donc pour les atteintes pulmonaires, donc ici, donc on ne va pas traiter tous les patients, on va traiter que les patients qui sont à haut risque, c'est-à-dire ceux qui vont avoir une diminution de leur capacité vitale forcée, une diminution de la diffusion, de la fibrose ou une hypertension artérielle pulmonaire, ce qui n'était pas le cas de notre patiente. Hein, donc elle ne désaturait pas, elle avait une FR normale, une thèse de marche à 6 minutes normale, pas de fibrose. Donc pour son atteinte pulmonaire, bon. Concernant la neurosarcoïdose, donc dans la littérature, il recommande quand même de fortement traiter le patient, donc avec des glucocorticoïdes. Et si jamais ça ne fonctionne pas ou que le patient présente des effets secondaires, on passe à la deuxième ligne du traitement qui est le méthotrexate, où on peut aussi donner, donc ce qui est souvent réalisé, c'est aussi donner par exemple de l'hydroxychloroquine. Donc voilà, il y a des cas décrits d'association entre la sarcoïdose et la polyradiculopathie dyémélisante chronique. Mais est-ce qu'ici, notre patiente, c'est une association ou c'est bien la sarcoïdose et la cause de sa CIDP? Voilà, pour être sûr à 100%, il faudrait éventuellement faire une biopsie. Maintenant, c'est très invasif. Voilà, est-ce qu'il faut vraiment le faire? Ça, c'est un autre débat. En attendant, pour le cas de notre patiente, est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on ne traite pas? Sinon, Quoi, comme une neurosarcoïdose. C'est ça que tu dis. Bah, du coup. Elle a Ouais, Dominique. elle a un handicap ou Bah, donc, elle a quand même, donc quand elle est sortie d'hospitalisation, elle gardait quand même une faiblesse musculaire. Je pense qu'il faut traiter de toute façon. Cortico, alors? Pour commencer. Tout le monde est d'accord? La CIDP, on commence avec la corticothérapie aussi. Dans les critères de remboursement des immunoglobulines, il faut avoir essayé la corticothérapie ou elle est contre-indiquée. Donc, on passe par la corticothérapie. Mais elle a déjà eu une cure de cortico. Pardon? Elle a déjà eu une cure de cortico. En IV, Oui. mais pas en chronique. Non. Quand tu regardes les modalités de traitement, là, c'est plutôt une corticothérapie chronique à dose dégressive et quand même sur un temps quand même relativement prolongé. Mhm. Hein? Il y a quelqu'un dans le chat là? Merci pour l'exposé très intéressant. Ah, d'accord. Mais c'est pas fini. Bon. OK. Ah, Brigitte. Il y a quelques semaines, on a présenté un cas de neurosarcoïdose avec un diabète insipide et une sarcoïdose. Ouais. Et donc, une des hypothèses soulevées, c'était l'auto-immunité dans la sarcoïdose. Est-ce qu'il y a quelque chose de connu entre la CIDP, les anticorps et la sarcoïdose? Moi, je ne sais pas. Non. C'est une bonne question parce qu'une façon générale, il y a de l'auto-immunité dans la sarcoïdose et donc c'est pas. Voilà. Et ce qui justifie d'ailleurs certains des traitements qui fonctionnent. Donc oui, une bonne remarque. Alors, Bon. Concernant sa CIDP, bon, voilà, ça, il n'y a pas trop de débat à faire. Donc, la patiente va poursuivre son Prévigène avec des traitements d'entretien. Maintenant, pour sa neurosarcoïdose, donc, tout d'abord, pour son atteinte ganglionnaire, si on regardait que ça, évidemment, non, parce qu'elle n'a pas de répercussions. Par contre, pour son atteinte neurologique, ben, les guidelines sont quand même assez clairs.
ça reste discutable. Madame n'était pas inflammatoire et donc d'emblée, on ne met pas de cortico, mais surtout qu'elle n'avait pas très bien réagi à la première cure de corticoïdes qu'on lui avait administrée. Donc, il faut quand même faire attention si on veut lui en redonner. Et le traitement a été choisi avec du plaquenil et du méthotrexate. OK. Bon, ceci dit, pour pas bien réagir au Solumédrol, c'est vraiment avec Oui, des grosses des doses. pulses que ça. Oui, les Français aiment bien dire, ils disent pas pulse, hein? C'est ça. Des bolus ou des assauts. À Saint-Luc, je sais que mon ami Oussio, il aime bien dire des assauts de Médrol. Euh, et donc ici, quand c'est une corticothérapie orale, on n'a pas ce type-là de risque. Euh, oui, pourquoi pas. Dominique, t'aurais préféré quand même un peu de cortisone? Ben, si elle a Prévigène, c'est qu'elle a dû passer par un neurologue de centre de référence de maladies neurologie périphérique, Oui. donc qui a autorisé le traitement. Je ne sais pas si Prévigène est efficace dans la sarcoïdose, mais on traite deux maladies, enfin, on traite deux symptômes, peut-être qu'ils viennent d'une seule Exact. maladie. Qui viennent peut-être d'une seule maladie. Donc, Voilà, on pourrait donc, éventuellement se priver moi, j'arrêterais le de Prévigène. Prévigène. Oui. OK. Bah, Alors. Ah, L'impression clinique, bon, le délai d'observation n'est pas très long, mais c'est que les bolus de Solumédrol n'avaient pas aidé la dame à récupérer du deuxième épisode. Par contre, le Privigène, oui. Donc c'est pour ça que pour le moment, je suis pas certain qu'elle ait du Plaquenil et du méthotrexate en ce moment. mais j'avais lu la note de consultation. Oui, mais C'était c'est proposé, mais je... une proposition, mais je pense pas que ça lui a été prescrit. Moi, personnellement, si c'était moi, je prendrais le Prévigène et je regarderais pendant 3 mois ce qui se passe. oui, c'est une bonne situation pour s'épargner les effets secondaires de la corticothérapie ou d'une immunodépression. Bah bon, Plaquenil, pourquoi pas? Mais enfin, c'est d'une efficacité, je dirais, qui reste quand même très intermédiaire dans la sarcoïdose. Ça rassure surtout le médecin qui a l'impression de donner un traitement, mais l'efficacité n'est pas. On le fait, hein? Bon, c'est un immunomodulateur malgré tout. OK. Là, c'est fini. OK. OK, merci Céline. Mais écoute, on peut, euh, on peut discuter là. Euh, et donc, elle suit en consultation de neuro. Euh, Qu'est-ce qu'il a su finalement maintenant? oui, normalement, elle est suivie par un neurologue d'ici et un spécialiste d'Erasme, il me semble. Oui, Ah oui, OK. Bien, oui, il a fait tous les papiers de remboursement, d'accord. etc. OK. Et donc, sans doute qu'on continue le Privigène et puis on attend de voir. Bon, maintenant, tout ça a commencé avec le Covid, hein? Donc, alors, tu as dit qu'on pourra avoir, et au départ, on a dit c'est un Guillain-Barré sur Covid. Et il y a, dans la C'est littérature, il y a aussi des cas qui se demandent un petit peu s'il n'y a pas des Covid qui pourraient déclencher des CIDP, mais je n'ai pas investigué plus loin. Mais, OK. Mais il y a des Covid, on a décrit des sarcoïdoses sur Covid et sur vaccin d'ailleurs aussi. Euh, alors, est-ce que c'est le Covid qui a déclenché cette réponse immunitaire, bon, un peu inhabituelle, à la fois sur le plan neurologique, mais éventuellement, mais là, plus à distance, au niveau de la sarcoïdose. Euh, alors, le PET scan a été fait dans un deuxième temps, au oui, moment où il a récidivé. Il n'y a pas eu de PET scan non. initial. Mais il y a eu un scanner thoracique qui a été fait en 2022 et qui ne montrait pas d'adénopathie au niveau du médiastin. En fait, pas d'adénopathie tout court, en fait. OK. Peut-être avec une sensibilité un peu moindre. Si on met le Covid là-dedans, peut-être qu'on était trop tôt pour les ganglions, mais suffisamment à temps pour déclencher le début de la réponse immunitaire au niveau nerveux. Bien. Ah, attends, Jean.
Au début de l'histoire, elle avait, lors de ce qui a été dicté Guillain-Barré, aigu, elle n'avait aucun argument pour une sarcoïdose, une maladie associée à ce moment-là. Non. D'ailleurs, elle avait eu un... Attends. Elle avait eu un scanner thoracique et à ce moment-là, en 2022, il n'y avait pas d'adénopathie. Ben, il faut dire que la découverte de la sarcoïdose, c'est plus une découverte, entre guillemets, de hasard, parce qu'il n'y avait pas de symptomatologie associée à cette sarcoïdose. Enfin, qui était quand même, au niveau d'entreprise ganglionnaire, quand même assez impressionnante, hein. Donc, ce n'était pas uniquement le destin, c'était sus et sous-diaphragmatique. Donc, il y avait quand même une réponse immune de sarcoïdose importante. Oui. Oui. Parce qu'on a revu le scanner après PET scan pour voir a posteriori. On observe mieux des lésions qui ont été observées par un autre examen. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas fait. Oui, bonne remarque, Jean-Pierre. OK. Ben, moi, j'ai envie de mettre les deux en même temps. Moi, j'ai envie d'associer les deux, hein. Il y a une remarque. Sarah Jabarin qui doute un peu sur les diagnostics de neurosarcoïdose. Ah, OK. Sarah doute. Ouais, fais pas rater le début. Tu pourras revoir ça sur YouTube, le début, Sarah. Non, ben, écoute, il y a une entreprise ganglionnaire, une biopsie positive, et puis il y a des associations décrites entre cette maladie neurologique et la sarcoïdose. Je veux dire, ça fait quand même, ça fait sens. Et comme on le soulignait plus tôt, la composante auto-immune dans la sarcoïdose, il y a quand même pas mal de papiers qui tournent là autour, y compris d'ailleurs dans des atteintes centrales. OK, eh bien, merci Céline, c'est une très belle présentation et à la semaine prochaine.